moi, dans le quotidien, je brûlais en permanence. Parce que toutes les semaines, il se passait des trucs, mais pendant des années, hein, des trucs de fou. Je suis allée voir Paloma Pradal au Théâtre du Rond-Point en mars dernier. Son spectacle, Et vous, qui êtes-vous, m'a marqué. Sur scène, presque rien, mais un corps qui tient, un corps qui raconte. Chez elle, tout commence très tôt. Une enfance dans le flamenco, la scène comme évidence, puis la voix prend le relais. Une exposition plus large, notamment avec The Voice. Tout semble s'ouvrir, mais en parallèle, le corps se ferme, jusqu'à ne plus pouvoir danser. Dans cet épisode, elle me raconte ce basculement. Si ce type de conversation vous touche, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes et me dire en commentaire ce que ça réveille chez vous. Je suis Myriam Selam et vous écoutez l'essence de la danse. Bonjour Paloma. Bonjour, quelle magnifique intro. Comment est-ce que ça résonne en toi? Eh bien, je trouve que tu as regardé tout ça avec une extrême précision, avec beaucoup de recul et en même temps, voilà, c'est très concis, en même temps très pertinent, tout ce que tu viens de raconter. Et bien évidemment, qu'est-ce que le corps retient de ce qu'on traverse et qu'est-ce qu'on choisit de montrer, de lâcher, tout ça. Je pense que c'est un peu le chemin conscient ou inconscient de chaque être, Oui. en fait. Ouais. Peut-être la raison pour laquelle on est là, en fait. Oui, pour moi, c'est pas la raison d'être là. Enfin, pour moi, c'est pas ça la raison de notre existence. Moi, je pense qu'on existe pour aimer, pour être aimé et pour cultiver en fait cette notion-là et comprendre ce que c'est que d'avoir cette énergie d'amour donc créatrice et de la matérialiser, même si on peut pas vraiment, mais on peut sentir l'amour, on peut le toucher, on peut le vibrer et voilà, je pense qu'on existe pour ça. Est-ce que tu peux me dire, je vais te poser une première question. Je voudrais d'abord savoir comment tu te sens là, dans ton corps, physiquement, émotionnellement et j'ai envie de dire même spirituellement. Mmh. Il y a plusieurs couches. Là, tout de suite, je suis très fatiguée. L'émotionnel un peu trop présent. Mais c'est dû à la fatigue, bien sûr. Ça va malheureusement avec. Enfin, malheureusement ou heureusement. Les 2 sont liés, mais sinon, je suis dans une période de ma vie où justement, je quitte l'ancien et j'ai l'impression d'être un petit peu encore d'être dans cette entre-deux, pardon, où le nouveau arrive, est déjà là. Mais le corps doit encore se réparer de certaines choses, il a encore besoin de repos, il peut pas aller plus vite que ce que la vie lui propose, malheureusement. Et donc j'apprends à jongler en fait entre ça, entre des périodes où vraiment je me repose beaucoup et quand je viens ici à Paris par exemple, et ben j'enchaîne plein de rendez-vous, je vois plein de copines, plein de copains, tout ça et puis je bosse aussi quand même pas mal. Donc voilà, j'essaie de jongler avec tout ça et d'avoir un recul pour rejoindre un peu le côté spirituel ou de me dire, d'accorder du temps au corps, d'essayer de comprendre quelle est mon horloge en fait, quelle est mon horloge, pardon. Et en me disant, ma tête et mon cœur ont envie de faire énormément de choses. J'ai lancé plein de projets, plein de choses que je peux pas tout entreprendre en même temps parce que j'ai le corps qui suit pas. Et j'avoue que ça, c'est quand même assez, c'est compliqué quand même de composer avec ça. Donc voilà, j'essaie vraiment de me raisonner en me disant: «Voilà, en fait, c'est mon timing, il est comme ça et il faut que j'apprenne surtout à écouter mon corps, ce qu'il raconte» et tout ce que je traverse en ce moment, je pense qu'on y viendra plus tard, mais voilà, j'ai plusieurs maladies, tout ça, font que, je suis, obligée maintenant d'ouvrir vraiment toutes les antennes, mais vers l'intérieur. Avant, c'était vers l'extérieur pour voir où étaient les dangers et tout ça, pour savoir, où est-ce qu'il faisait bon d'aller ou pas, quoi. Et maintenant, c'est vraiment tourné vers l'intérieur en mode: «OK, en fait, ma boussole, de créer un espace pour l'écouter, pour la ressentir, pour essayer au mieux de me connecter aussi», parce que j'ai certaines croyances, qui m'accompagnent quotidiennement et voilà, en essayant vraiment de garder un calme déjà intérieur que j'ai pas forcément tout le temps et vraiment de cultiver cette notion d'amour, en fait, en soi, pour soi, autour de soi. Et quand on essaie de faire en sorte que ça soit notre maître mot de la journée, certains se lèvent parfois en me posant des intentions pour la journée.
Je commence à faire ça là, depuis quelques jours et ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Super. Et voilà, essayer de rester assez verticale, quoi. Ouais. Finalement, même si la vie, elle fait comme ça, de trouver un axe qu'on doit avoir dans la danse, d'ailleurs, dans le chant aussi. Et voilà, essayer de prendre beaucoup de recul, de sortir quand justement il y a des journées comme un peu aujourd'hui, par exemple, où c'est un peu douloureux. Je vais employer des grands mots, hein, mais d'exister. Et de se décentrer, en fait, de sa douleur, de son mal-être, de sa fatigue, attends, en fait, il y a plus grand autour de tout ça. Et donc, merci de nous offrir ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'espace, je pense, qui va me permettre de prendre du recul et de relativiser, en fait, et d'aller bien, finalement, et de retrouver le sourire. Eh ben, écoute, c'est ce que je nous souhaite, en tout cas. Alors, c'est un rituel. Je vais te demander si tu veux bien de fermer les yeux. Ouais. Et de me dire, là, maintenant, si tu plonges justement en toi et que tu cherches le premier souvenir de Paloma en train de danser, le tout premier souvenir qui te vient, cette première sensation dans le corps, tu sais, qui arrive, c'est quoi, c'est où et c'est comment? Et tu ouvres les yeux quand tu veux, évidemment. Ouais, j'en ai plusieurs qui sont arrivés. Je crois que j'ai toujours dansé, mais depuis que je sais peut-être marcher. J'ai un premier souvenir qui m'est apparu, j'étais vraiment à la petite maternelle, toute petite. Et on avait un prof qui était complètement barré, mais que j'adorais. Par exemple, il nous faisait faire du cirque à la place de faire du sport. On avait monté une pièce de théâtre avec du cirque, on allait faire la tournée dans les maisons de retraite et tout. Bon, et je me rappelle d'une fois, il avait mis de la musique, il avait demandé aux élèves, donc aux tout petits enfants, de danser. La musique passait et personne n'osait. Moi, je dansais déjà depuis un moment. Et je me rappelle avoir pris mon courage en disant, mais vous avez tous peur, c'est trop nul d'avoir peur, c'est trop bien de danser. Et je me suis levée et j'ai commencé à danser. Waouh. Et au début, tout le monde, les élèves, les petits écoliers riaient, puis au fur et à mesure, tout le monde a trouvé confiance et s'est prêté au jeu. Et voilà, donc je me rappelle avoir été un peu initiatrice de ce moment-là et c'était trop cool. Et déjà de se dire la peur et d'oser, quoi. Ah ouais, complètement. En mode, je savais que j'allais les faire rire parce que j'allais oser danser, alors qu'ils avaient le même âge que moi. Et j'étais en mode, mais vous ne comprenez pas. Il faut y aller, la vie. Enfin, la danse, c'est être vivant, en fait. Ça, et puis mon premier cours peut-être de flamenco, je crois que je devais avoir 2 ans et demi. 2 ans et demi? Ouais, Waouh. ouais, avec ma marraine, ma deuxième maman, ma maman de cœur, qui est Ana Yerno, qui est une grande amie de mon père, qui est une danseuse percussionniste incroyable, qui a fait le tour du monde avec des musiciens extraordinaires, bon bref. Et elle a fait quand même du flamenco, elle vient de là, et on m'avait offert des toutes petites chaussures que j'ai encore, rouge à pois blanc, elles sont toutes défoncées, non mais grave, trop mignonnes. Et donc je me rappelle les avoir enfilées, lui tenir la main, et c'est elle qui m'apprend mes premiers pas. Et genre peut-être au bout d'un quart d'heure, je lui dis, je suis fatiguée maintenant, je veux goûter. Voilà. Donc, ce sont mes premiers instants, et puis sinon après, j'ai vraiment ce souvenir-là d'être tout le temps en train de danser, mais tout le temps, c'est-à-dire que pour aller de la salle de bain à la cuisine, j'y allais en dansant, avec mes cousines gitanes, tout le temps en train de danser. Enfin voilà, c'était vraiment mon premier langage, quoi. Oui, parce que tu es issue donc d'un milieu quand même assez où la danse est partout. Ta maman est gitane, Ouais. ton papa est un grand chanteur de flamenco. Oui, alors, enfin, il a été grand guitariste de flamenco, il est chanteur aujourd'hui, mais pas de flamenco. Ah pardon, excuse-moi. Non, je t'en Ouais, prie, ouais. je t'en prie. Et donc, mais quand même, tu as toujours baigné dedans, en Ouais. fait. Tu baignes ton quotidien, j'imagine que c'est toujours là-dedans. Il y a de la musique. Ça veut dire que j'aimerais bien savoir comment concrètement ça se passe dans une vie où il y a partout de la danse et de la musique, alors qu'on est toute petite. Et franchement, c'est merveilleux. Je suis devenue critique très, très jeune, toute petite, parce que j'avais la chance. Moi, j'ai grandi, j'ai été élevée dans la maison de mon père, c'est lui qui avait la garde, parce que mes parents se sont séparés très tôt. Mon père nous mettait le matin pour nous réveiller pour aller à l'école, Maria Callas, Paco de Lucia, Camarón de la Isla, Manolo Sanlúcar, Enrique Morente, de la salsa cubaine, mais qui cartonne, qui envoie du très très lourd, avec les tableaux de mon grand-père, hein, qui était un grand peintre, le père de mon père, donc avec les tableaux partout de mon grand-père. Mon frère qui jouait déjà du piano, 1 an et demi, jouait la Marseillaise au piano. Mon 1 an et père, demi? ouais, Waouh. ouais. Mon père qui créait en fait et qui composait toutes ses œuvres à la maison, donc moi je voyais ça en permanence.
J'écoutais ça en permanence et du coup, tout ce qui était en rapport à l'art était d'une qualité, enfin c'était de haut niveau, quoi. Et voilà, donc moi après j'allais à l'école, quoi, et je comprenais pas comment les petites filles pouvaient adorer Britney Spears, les L5 plus tard, les trucs et machin. Je disais: «Ah mais mon Dieu, mais quelle misère! Comment on pouvait aimer ça, quoi?» Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à m'ouvrir. Quand j'allais chez ma mère, on écoutait La Rousseau, Evangélie, OK. Pata Pata, sa cucuta, sa compera. Voilà, Patty, Pata ouais. Pata. Et moi, je me régalais sur cette chanson. Et quand je revenais chez mon père, c'était, voilà, on retournait à quelque chose de vraiment beaucoup plus intellectuel. Mais Ouais, les moi qui, grands classiques, quoi. C'est ouais, les grands classiques, mais quand même pas n'importe qui non plus, parce que tout ce qui était américain était interdit chez nous. ah ouais. On écoutait Leonard Cohen et Ouais. Bob Dylan Ouais. à fond. Leonard Cohen, moi, j'en pouvais plus, j'aimais pas ça. Avec mon frère, on se regardait, on se demandait pourquoi il nous fait subir ça dans les trajets en voiture interminables. Et voilà, donc en fait, c'est merveilleux parce que tu aiguises tes sens en permanence sans t'en rendre compte, parce que c'est ton quotidien. Et j'ai eu cette chance-là, de pouvoir du coup très vite comprendre les codes du flamenco, par exemple, euh, et du coup d'enrichir harmoniquement mon oreille, ce qui me permet aujourd'hui, bon, je sais pas du tout lire la musique, je sais même pas ce que c'est un do, peut-être sur le piano, oui, mais par contre, j'ai une oreille extrêmement développée. Ça m'a permis de développer aussi un côté rythmique qui est quand même très très présent. Et quand j'allais à l'école, par exemple, j'étais tout le temps en train de faire des pieds. C'est-à-dire, je faisais un contrôle, j'étais là, je répétais mes trucs, et j'étais en train de monter des pas de danse, des trucs que les profs me faisaient. Je fais pas exprès. Ah, ça veut dire que c'est tes pieds qui le faisaient tout seul, quoi. Tu Ouais. contrôlais même pas. C'est Ouais, ouais. incroyable. Ouais, ouais, complètement. Alors après, je m'amusais vu que c'était pas assez. Enfin, ça devenait ennuyant. Je fais, OK, ben, ce que je peux faire avec les pieds, ben, je vais voir avec les mains, parce que du coup, ça fera moins de bruit. Du coup, en cours, comme ça, je vais pouvoir monter mes trucs. Voilà, je passais mon temps à faire des chorés. Comme je le dis dans le spectacle, j'allais dans le poulailler, je mettais des bouts de bois, des chiffons, des poupées, c'était mon public. Et je me prenais pour Whitney Houston à fond. Et qu'est-ce que tu ressentais dans le corps, justement? Qu'est-ce que ça te provoquait? Comment est-ce que tu te sentais quand tu dansais? Mais c'était très vivant, il n'y avait aucune question. Enfin, ma raison de vivre était là, pour le coup. Je suis née en disant à tout le monde, je suis danseuse, c'est pas je ferai ça plus tard. Je suis déjà une artiste, je chante, je danse. À 25 ans, j'aurais fait le tour du monde, ce qui n'est pas du tout arrivé. Mais parce que la vie a fait que, et c'est OK. Mais ouais, il n'y avait aucune réflexion sur ce que représentait mon corps, sur ce que je pouvais en faire. Je faisais ce que je voulais. Comme quand on fait ce qu'on veut de son instrument, tellement on l'a perfectionné. Et voilà. Donc ça veut dire que tu connaissais super bien ton corps. Tu savais exactement comment, quels sons aller, quels pas aller donner quels sons, quels mouvements aller. Parce que quand on est jeune, on ne maîtrise pas forcément encore très bien son corps. Mm, Or, ce que tu me dis, j'ai l'impression, c'est qu'il y avait déjà une aisance, une discipline que l'on sait qui est là, quoi. ouais, ouais, mais complètement. Ouais, oui, c'était complètement ça. Et en plus de ça, on m'emmenait faire des stages de flamenco parce que je prenais des cours de danse avec des grands maîtres du flamenco. Et j'étais la seule enfant et je pigeais tout trop vite. Et les profs, ils me regardaient comme ça en mode, mais tu sors d'où? Et voilà, et je passais mon temps en fait à être en connexion mais permanente, que ce soit à la rythmique, au flamenco. Enfin, c'était ma vie, quoi, vraiment. Et après, avec l'adolescence aussi, je pense que mon corps s'est refermé petit à petit. J'ai commencé à me mettre à chanter. Il y a eu des choses aussi émotionnellement qui ont été compensées, je pense. Et du coup, le corps, il a commencé à se refermer, sans doute par protection, d'une multitude de choses. Et qui fait qu'aujourd'hui, je danse plus. Je danse plus depuis, j'ai 34 ans. Je pense que la dernière fois, bon, à part au rond-point, parce que j'ai écrit ce spectacle, entre autres, pour me remettre à danser. Mais ça doit faire, ouais, 10-15 ans que je danse plus, quoi. Alors que t'avais raison d'être. Ouais, ouais, ouais. Même quand on a déménagé à Toulouse, j'avais rencontré une bande de potes. Je faisais du jonglage enflammé avec eux. Moi, j'avais des paumes de main. Bon, t'as un bout de fer, en gros, qui te sort de la paume de la main avec des grosses mèches. Moi, j'avais fait des mèches énormes. Et je dansais avec des flammes, comme ça. Flamenco. Et je me rappelle qu'il y a un grand danseur de flamenco qui s'appelle Joaquin Grillo. J'avais fait un stage avec lui. Là, j'avais plus de 16 ans, je pense. Je devais avoir, ouais, 16, 17 ans, 18.
Je dis: «Joaquin, viens, retrouve-moi à telle heure-là, je vais te montrer ce que je fais avec le feu dans les mains» et il est venu. Il est venu passer 1 heure, je sais plus combien de temps et moi j'étais là schla et je dansais et tout avec les flammes dans les mains et c'était exceptionnel et assez vite j'ai commencé à faire un peu de tango, j'ai fait du tribal fusion, j'ai fait un petit peu de danse classique, un peu de contemporain, salsa à fond, heu, Salsa, laquelle? cubaine quand même beaucoup et ouais je dansais, parce que j'ai très vite aussi arrêté les études donc ça c'était après. Je dansais, je sais pas 5-6 heures par jour quoi. J'étais tout le temps dehors en train de danser ou de faire du jonglage enflammé ou aller prendre des cours, aller en milonga, truc machin. Voilà, je faisais que ça quoi, je faisais que ça. Entre-temps, quand même, tu vas avoir, quand tu vas être, propulsée quand même, Oui, très tôt. Tu vas faire ton premier spectacle à l'âge de 13 ans, ouais, incroyable ouais. et à 16 ans, tu vas être avec ton père Mmh, à la Comédie-Française ouais. sur une pièce qui est un grand symbole Mmh. puisque c'est aussi j'aimerais que tu me racontes parce que c'est aussi tout cet héritage, que tu vas avoir et qui est une pièce quand même qui est difficile. Le mot c'est donc, yerma, c'est Mmh ça? mh. Ce qui veut dire stérilité, être Ouais, stérile ouais, ouais. à l'âge de 16 ans. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est assez fort. Moi, à ce moment-là, j'étais très inconsciente, hein. Je partais en sucette complètement à l'école, avant, alors que j'étais enfin une enfant très studieuse, mais j'allais pas en cours, je foutais un bordel pas possible quand les rares fois où j'y allais, enfin bon bref. Et un jour, mon père me dit: «Bon, on va aller dans notre maison, de campagne, on va mettre les points sur les i». Je dis: «Ah ouais?» Je dis: «OK, très bien» et il y avait un trajet de 2h30, en voiture. Waouh! Ça avant, je le racontais dans le spectacle et en fait, je lui en ai foutu mais plein la gueule pendant 2h30. «De toute façon, tu es jamais là et tout et ta 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 ta» et après je termine la conversation en me disant: «Et en plus, tu sais quoi? Je fais du shit!» Mon pauvre père et donc lui, il disait rien quoi, il roulait. Ah, il disait rien? Non, non, il me laissait parler. Je vidais mon sac mais pendant 2h30 quoi. La crise d'ado complet, j'avais pas 16 ans encore, j'avais 15 ans et j'étais vraiment, malheureuse quoi et Mais tu étais malheureuse, si c'est OK, quelles étaient les raisons? Parce que de toute manière, c'est jamais facile l'adolescence, ouais. hein. Mais être malheureuse, le mot est fort quand même. Oh bah, oui, oui, complètement. En fait, j'avais personne, j'étais toute seule, quoi. Ma mère, je la voyais pas beaucoup parce que c'était difficile d'être, auprès d'elle, même si elle a toujours fait ce qu'elle a pu, comme elle a pu et que vraiment aujourd'hui, enfin, je m'entends très, très bien avec elle et que je l'aime, je l'ai toujours aimée. Je Voilà, c'est ma maman, quoi. Mais bon, je la voyais pas beaucoup parce que c'était même dangereux pour moi d'y aller. Mon frère et mon père étaient en tournée ensemble. Mon père avait une petite amie qui était plus jeune que lui à l'époque et elle bossait donc elle était pas trop là. Donc moi je me retrouvais toute seule en fait et d'aller en cours ça m'allait pas du tout. De temps en temps je faisais des scènes avec mon père et là je prenais mon kiff, ma raison d'être elle était là. Vu qu'il y avait beaucoup de violence dans ma vie à ce moment-là, mais j'étais toujours en décalage avec les jeunes de mon âge aussi, donc je Mmh. me sentais mais nulle part bien en fait. Donc je fumais beaucoup du coup. Oui, un peu pour oublier. Ouais, pour, T'évader? c'est même pas pour, évader, c'est pour, anesthésier. Mmh. Anesthésier complètement. J'étais lâchée, en fait. J'étais lâchée, avec très peu de présence autour de moi et du coup, personne me donnait un cadre ou une structure. Tu vois? Genre, j'aurais aimé, je sais pas moi, soit rentrer au conservatoire de danse, soit, j'en sais rien. Et tu leur avais demandé ça? Ouais, j'avais demandé à l'époque, je voulais rentrer dans une école pour, faire chaudronnerie, pour travailler le fer forgé. OK. Il m'a dit: «Non, tu feras seconde, au lycée en option danse». Je dis: «Ah mais c'est un prof de sport qui donne les cours, mais même moi je peux donner des cours Ouais. qui seront forcément mieux. Non, tu feras pas ça». Après je voulais faire un autre truc, mais ils m'ont dit non, aussi. Je voulais faire, 1 an, chez les gendarmes, mais pas pour devenir gendarmette, hein. Je voulais passer 1 an en gendarmerie pour savoir comment ça se passait dans les bureaux, pour pouvoir mieux les défoncer derrière après. Parce que? Parce que j'étais très rebelle hein, Ouais, et que j'étais là, quand tu es une femme par ouais. exemple et que tu te fais taper par un mec et que tu appelles les flics et qu'ils viennent pas et qu'il y a des enfants qui sont, dangereux, qui sont, Impliquée? impliqués, mis en danger et tout ça et qui viennent pas, c'est pas normal en fait. Bien Donc sûr. moi je veux comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour comprendre pourquoi la parole des femmes n'est jamais reçue quoi. Entre, les agressions sexuelles, physiques, enfin tout ce que tu veux quoi et donc j'ai été révoltée. J'étais en mode: «Mais je vais tout brûler en fait. Donc je vais passer 1 an là-bas dans la gueule du loup
pour pouvoir bien démanteler derrière et faire en sorte d'arranger les choses autrement, quoi. Bon, mon père m'a interdit, il me dit: «Tu iras pas chez les flics et tout». Je dis: «Mais attends, je t'ai pas expliqué mon plan». Mon plan, il est génial. Mais Mais grave! c'est vrai il est bien. Mais oui, oui, oui. Pour essayer de ramener, voilà, un peu d'intelligence dans tout ça mais j'étais vraiment, Oui, mais t'avais des raisons d'être rebelle. T'avais des raisons d'être ah ouais, révoltée. oui. Parce que si c'est OK pour toi de l'aborder, oui, tu as vécu des choses violentes. Oui, 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 complètement, ouais. Donc, du côté notamment de ta maman. Ouais, en fait, bon, mon père a jamais levé la main sur ma mère, ni sur nous. Enfin, voilà, c'est pas quelqu'un d'agressif, ni de violent. Enfin, voilà, j'ai jamais de problème avec lui. Mais par contre, ma mère, vu qu'elle était en galère de thunes, de boulot, de plein de choses, ça devient un problème systémique, en fait, hein. C'est-à-dire que d'un coup, la femme se retrouve sans rien. Mm. Et Démunie et sans ressources. voilà. Mm. Bah, donc, elle allait avec des mecs qui étaient complètement fous ou alcooliques ou tout ce que tu veux. Et du coup, bah, c'était méga violent, en fait, à la maison, quoi. Et j'ai eu des beaux-pères extrêmement violents qui l'ont défigurée à coups de barre de fer, enfin des trucs bien costauds, quoi. Et elle est toujours vivante et elle est toujours là. Et puis elle aussi, bah, elle buvait quand même beaucoup, donc c'était jamais très joyeux, finalement. Et en même temps, quand on allait là-bas, on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait. Donc c'était un temps très libre, enfin sans aucun cadre. Et parce je pense que dans sa tête, c'était moi quand j'étais petite, j'ai tellement vécu l'enfer que là, vous, ce que vous vivez à côté, Ouais. c'est rien, quoi. Ouais. Et moi, je vous donne tout ce que j'ai et je vous interdirai jamais rien. C'est une philosophie. Bon, ça a fait des dégâts quand même, hein. Mais ouais, ouais, c'est quand même quelque chose quand tu récupères ta mère un week-end sur deux et il y a des croûtes de sang partout, des cocards où des fois elle peut même presque pas ouvrir les yeux ou les yeux injectés de sang. Enfin, c'est des images traumatiques, quoi, qui marquent à vie. Et quand tu vois que les flics viennent pas ou les pompiers qui disent: «Ah beh, s'il y a pas de sang, on vient pas». Ouais, mais elle est dans le coma, en fait, là. Donc on fait quoi? Donc il faut quoi? Faut que je prenne un couteau, que je me taille pour que vous veniez? Enfin, donc voilà, donc énormément de violence comme ça. Puis voilà, j'ai vu aussi, une femme, en parlant de ma mère, qui s'est détruite, quoi. Et sans doute sans le vouloir ou c'était très inconscient, mais malgré tout, c'était quelqu'un enfin, c'est une battante, hein, une guerrière. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, elle est vivante et qu'elle va très bien. Donc voilà, donc moi, j'ai baigné quand même dans un milieu où je voyais quand même les hommes taper sur les femmes comme ça, enfin, sur une femme. Du coup, après, ça s'est reproduit aussi sur moi, dans un contexte familial, puis avec ben, mes petits copains, avec mes mecs, quoi. Et j'ai mis beaucoup de temps à déconstruire. À comprendre que c'était pas OK et que c'était pas normal, quoi. Bah ouais, je savais que c'était pas normal, mais vu que j'avais eu l'habitude de vivre ça, j'en parlais avec un ami il y a pas très longtemps. Vu que je partais du principe que je pouvais le supporter. Mmh. Du coup, mes limites, elles étaient pas claires. C'était en mode je peux le supporter, donc je suis une warrior, j'ai la peau très dure. On peut m'en faire voir de toutes les couleurs. Du coup, les choses, elles passaient. Mmh. Sauf que jusqu'au moment donné où, il y a 3 ans, j'ai pris la décision d'arrêter de boire et de me droguer aussi et ça m'a sauvé la life. Ça a été un miracle. Je suis partie en burn-out, forcément, parce que j'ai commencé tout ça très jeune. Et en fait, j'ai déconstruit mais toute ma life pour redéfinir en fait mes limites en mode ok, c'est pas parce que tu es capable de supporter ça que tu dois le supporter. Et aujourd'hui que je ne dois plus le supporter, je ne suis plus capable de supporter ces choses-là, Mmh. tu vois. Et ça, c'est quand même un petit bonheur. Donc voilà, donc ouais, j'ai baigné quand même dans un milieu méga violent où le rapport à l'amour, à la sensualité, à la sexualité, au féminin, au masculin, où tout a été biaisé en fait. Et avec ton frère, ça se passait comment, du coup? Lui me protégeait beaucoup. Genre, il m'a protégée de choses qu'il sait même pas que je sais et qu'il m'a protégée. Ouais, ouais. Lui, en fait, il prenait la douleur de ma mère, la mienne, plus la sienne. Waouh. Il devait protéger ma mère, me protéger moi, protéger lui. Donc, en fait, il a pris tout fois 40, avec 3 ans de plus. Il a 3 ans de plus que moi. Mmh. Et ça l'a détruit aussi, en fait, hein. Moi, je sais pas par quel miracle j'arrive à m'en sortir, parce que je pense que enfin, j'ai toujours été quelqu'un de très solaire et de très joyeux et très, voilà, très lumineux. Mon frère, il était très grave dès son enfance. En même temps, au vu de ce qu'on vivait, c'était normal.
Donc voilà, donc il prenait énormément sur lui pour tout le monde et voilà, ça fait un enfant très malheureux, je pense. Lui, il le dira pas peut-être, mais aujourd'hui, il va pas bien, quoi. Il va pas bien et on galère tous les deux, hein, pour s'en sortir et avoir une vie qui ressemble à quelque chose d'à peu près normal. J'ai Pas simple. l'impression que tu vas me dire si je me trompe, mais dans ton spectacle, ce qu'on comprend assez vite, et tu le dis très vite, c'est que finalement, c'est la scène où tu te sens le mieux. Et c'est Mmh. peut-être ça aussi qui va te sauver. Je sais pas, tu me Mmh. dis si je me trompe, mais parce que tu vas quand même te mettre à chanter beaucoup. Tu Mmh. vas aller, comme moi, tu vas aller faire beaucoup de collaborations avec Mmh. des grands musiciens du jazz. Tu vas aller voyager. Est-ce que c'était pas aussi une manière justement d'aller chercher ton oxygène, chercher quelque chose qui va sur quoi se raccrocher en fait? Ouais, sans doute. En fait, pour moi, la scène, elle est salvatrice. C'est que c'est le seul endroit où je peux être jusqu'au plus profond de mes cellules, de chacune de mes cellules, l'entièreté de la femme artiste que je suis, de la femme que je suis. Donc avec toute mon intensité, qui peut être, extrêmement déployée, quoi. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais Bah, tu es pluridisciplinaire, tu sais faire énormément de choses. ouais, ouais, ouais. Mais en fait, toute cette intensité-là, c'est le seul endroit où peut-être, voilà, ou peut-être dans le sens inverse, où elle ne brûle pas. Et du coup, sur scène, je sais qu'il y a rien qui peut m'arriver. Parce que déjà, du moins à l'époque, j'avais peur de rien. Et alors là, sur scène, c'était vraiment mon espace de liberté. Je prenais la place que j'avais envie de prendre, sauf au début, quand je travaillais avec mon père, parce que j'ai commencé en tant que choriste avec lui. Voilà, c'était très. Ouais, ouais, par exemple, la scène au début, enfin, à une certaine période de ma vie, 3 jours avant, je sortais pas, je fumais pas, je buvais pas. Enfin, si je fumais des clopes quand même. Mais, et voilà, c'est ce qui faisait que ça me maintenait quand même un petit peu. Dans un truc légèrement ancré, dans un quotidien un petit peu ancré. Et puis c'est tellement merveilleux de pouvoir chanter. En fait, le duende pour moi, c'est aussi ça. C'est tu vas chercher ce qu'il y a de plus noir en toi. Pour moi, c'est ma définition, hein, du duende. Pour le transmuter, pour le transcender en quelque chose qui, de par le fait que ça passe par l'art et que tu amènes une conscience de pureté là-dedans, même si c'est sombre, c'est transcendé dans quelque chose qui va devenir beau. Même ça peut être dur, tout ça, mais ça reste quelque chose de beau. C'est pas quelque chose de glauque. Et du coup, voilà, c'est peut-être une espèce de massage de l'âme, du mental, de l'émotionnel aussi. Et puis, moi, sur scène, je me sens investie d'une grande mission, c'est de montrer aux gens que si c'est cadré, ressentir n'est pas douloureux. Mmh. Enfin, peut ne pas brûler, en fait. Pourquoi est-ce que tu dis que ça peut brûler? Normalement, toi, tu disais que là, je me sentais que ça ne pouvait pas brûler. À quel moment tu sentais que toi, tu pouvais brûler quelqu'un? Pas forcément brûler quelqu'un, mais moi, me brûler, Ah, en tout toi-même. cas. Ouais, c'est-à-dire que moi, dans le quotidien, je brûlais en permanence. Parce que toutes les semaines, il se passait des trucs, mais pendant des années, hein, des trucs de fou. À devoir aller chez les Schmitt, de gérer des situations, enfin, des trucs inimaginables. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'étais tout le temps en permanence en train de brûler. Donc du coup, je buvais beaucoup pour canaliser tout ça. Et puis en même temps, c'était quelque chose qu'on m'a appris très petite, hein, à boire de l'alcool et tout. Donc c'était quelque chose qui était naturel pour moi. C'est comme quand tu as soif, tu bois de l'eau. Mmh. Enfin, moi, j'avais mal, bam, je buvais. Et vu que j'avais mal quand même tout le temps, voilà. Ouais, la scène, c'était comme si je pouvais canaliser en fait ce que je ressentais aussi. Et que d'un coup, ça passait par un canal qui est ouf, Ouais, ça allait pas faire de mal. ouais. Et au contraire, ça pouvait donner la niaque aux autres de vivre. Et puis j'imagine que tu voyais dans les yeux des autres ce que tu parce que tu as une présence, en tout cas, je pense que je suis pas la seule à te le dire. Il y a une présence, il y a effectivement beaucoup de joie et en même temps, on sent effectivement une tristesse profonde. Elle est Mmh. vraiment ancrée, quoi. Tu la sens Mmh. très, très, là et quand on parle donc du duende, je voudrais qu'on revienne sur ça. Hem, c'est une notion qui a été donc si je n tu vas me dire si je me trompe ou pas, par Garcia Lorca. Oui, il a écrit quelque chose sur le duende, mais après, c'est pas lui qui l'a inventé. Oui, bien sûr, mais c'est lui qui l'a un peu défini comme Oui, tel, oui, oui, complètement. comme quelque chose qu'on transcende et finalement, c'est un peu de l'alchimie, finalement. Mais C'est complètement. c'est de changer le plomb en l'or et Ouais. c'est un peu ça, c'est de changer qui on est. On a tous des blessures pour réussir à le transcender, à en faire quelque chose de beau.
Mmh. Et ça, pour moi, c'est un peu la définition de l'art et notamment de la danse. Ouais, complètement. Alors le duende, ça va encore plus loin. C'est comme si d'un coup tu étais touché par le divin. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire Ole, ça vient du mot Allah, qui veut dire Dieu. Tu vois? Donc à chaque fois qu'on dit Ole, c'est parce que tu as eu ce duende qui t'a permis d'inventer une phrase musicale où il y a tout dedans. Il y a le duende, il y a la connaissance, enfin ton savoir, ta notion rythmique, harmonique, tout ce que tu veux, et que tu as fait quelque chose où c'est peut-être même plus toi qui fais, c'est ce dont à quoi tu es connecté qui parle pour toi. Et du coup, olé, là tu m'as touché parce que tu as su m'emmener. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une connexion entre soi et le ciel et la terre, et c'est un canal, quoi. Et ça rejoint aussi effectivement quelque chose de spirituel finalement, de quelque chose qui est plus grand que nous, où finalement on reconnecte à ce tout. Et c'est peut-être, toi tu disais que tu avais des croyances par rapport à Ouais. ça. Ça peut aussi aider, j'imagine. Ouais, bien sûr. Après, moi, je suis dans un truc assez particulier. C'est que je fais pas partie de ces gens qui disent, quand ils composent quelque chose en mode: «Oui, c'est pas moi qui l'ai composé, Mm. ça vient de là-haut». Moi, c'est pas ce qui se passe pour moi. Moi, c'est comme si, en fait, quand je me mettais à chanter ou à écrire quelque chose ou à composer quelque chose, j'avais tous mes ancêtres qui sont autour, femmes, Des lignées. ouais, en fonction de ce qui doit être, dit ou montré. C'est comme si, en fait, il y avait, bon là, je pars dans des trucs un peu plus chelous peut-être, mais comme s'il y avait la source qui était là et les ancêtres qui étaient là et ceux qui protègent, quoi. Et c'est comme si, je sais pas, j'avais une centaine de personnes au-dessus de moi qui sont là, mais par contre, ce qui sort de moi, ça sort de moi. Peut-être parce que j'ai un ego aussi, placé quelque part et qui veut dire que non, c'est en fait, c'est de par ce que j'ai vécu. Et il y a des moments quand j'écris, c'est bam, en 5 minutes, je vais te sortir un truc parce que je l'ai ressenti très profondément dans mes tripes, et après, pendant 6 mois, je peux rien écrire. Tu vois, moi, je fonctionne comme ça. Donc, c'est pas évident pour quand tu dois écrire quelque chose et rendre un travail. C'est un peu quand ça veut, ça vient, et c'est pas toi qui décides, quoi. Mais par exemple, sous la douche, ça m'arrive, et du coup, je quitte la douche et tac, j'écris mon truc. Et je sens que je suis traversée par quelque chose. Donc, c'est peut-être parce que par les énergies qui m'accompagnent, mais en même temps, c'est parce que c'est par ce que j'ai vécu Mm. aussi que voilà, que je suis traversée par quelque chose et qui a besoin d'être exorcisé, qui a besoin d'être dénoué. Et voilà. Et le corps là-dedans, tu disais qu'il s'est contracté. Mm. Est-ce que tu as un peu plus de recul pour savoir, parce qu'il aurait pu aussi justement éjecter, essayer, tu vois, tu aurais pu te mettre à fond dans la danse, Mm. tu aurais pu dire ok, je vais y aller, tu vois. En plus, le flamenco peut paraître comme ça, comme une danse, un exutoire en fait, Mm. tu vois. Comment ça se fait que finalement, au contraire, il s'est rétracté? Et ben, parce que déjà, je me suis mise à chanter et que le chant a pris de la place. Moi, je me suis mise à chanter un peu plus tard. Moi, j'ai commencé la danse très tôt, mais ouais, vers 15 ans, j'ai commencé à chanter. Je chantais déjà un peu avant, mais vraiment sur scène, tout ça. Et en fait, ben, on m'a appelée de plus en plus pour le chant, donc j'ai laissé la danse. Et vu que ben, c'était des périodes très difficiles avec beaucoup de violence, tout ça, ben, je laissais de moins en moins de place, pardon, au corps. Mhm. Jusqu'à là, il y a quelques années, on a commencé à me diagnostiquer, enfin j'ai été diagnostiquée, je vais y arriver, fin janvier, d'une fibromyalgie. Donc c'est un dérèglement du système nerveux qui est dû à des traumatismes et abus sexuels dans l'enfance. Et en fait, c'est le corps qui est en hypervigilance en permanence. Donc j'ai les muscles tendus en permanence. C'est des douleurs chroniques, avec une fatigue permanente, tout ça. Bon bref, je passe ces symptômes parce qu'il y en a un paquet et que voilà. Et en fait, beh, j'étais avec des hommes aussi qui ne me faisaient pas du tout de bien, donc forcément le corps se ferme. De la violence physique, psychique, donc forcément le corps se ferme. Et puis je suis arrivée à Paris, j'avais plus d'une bande de potes qui dansaient ou quoi ou qu'est-ce. De temps en temps, je me faisais des petits élans où j'allais au 104 danser un petit peu, tout ça, et je sentais que je bouillonne, dans mes veines, c'est la danse qui bouillonne, mais je suis incapable de lever un bras. Des fois, ça m'arrivait de louer une salle de danse pendant 2 heures. Je me regarde et je ne peux rien faire. Et en me disant: «OK», mais parce qu'en fait, c'est, aussi sans doute un jugement de soi, un regard qu'on se porte.
Enfin, moi, je sais que des fois, je peux être très, très dure avec moi parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Beaucoup trop. Au point que ça m'empêche, en fait, de faire certaines choses. Et donc, du coup, quand tu te regardais, tu disais quoi? Tu disais, mais je vais pas bouger? Je sais plus ce que je me disais parce que ça remonte un petit peu. Mais je sais qu'il y a beaucoup de colère qui est remontée. Hmm. Et une espèce tu sais, comme quand tu es devant une page blanche, il n'y a rien qui vient. Rien. Parce que c'est le mental qui se met en route et que tu déconnectes de ton bassin, de ton instinct, de ton intuition et qu'en fait, peut-être qu'il y a une attente de résultats immédiate. Moi, je suis pas quelqu'un de patient en plus. En même temps, tu as baigné dans comme tu disais, quelque part dans un milieu artistique tellement élevé, tellement haut de gamme, qu'il faut être aussi, c'est les attentes Ouais, aussi. sans doute. Mm. Ouais, ouais, complètement. C'est même sûr parce que je sais que à une époque, je pouvais pas écrire parce que je lisais Lorca tout le temps, Mm. mais en français. C'était plus simple pour moi parce qu'il a une poésie quand même très compliquée. Moi, j'étais là en mode, mais je peux pas faire en dessous. Après, je disais, mais t'es pas Lorca en fait. Donc, ça m'a pris des années de déconstruction en me disant, mais en fait, tu as le droit de faire même si c'est pas bien. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est genre le premier truc que j'apprends à faire, j'y arrive tout de suite. Genre, j'ai appris à ouvrir les huîtres là, il y a pas longtemps. On m'a montré une fois, bam, allez, c'est bon. Tout était très facile, entre guillemets. Et du coup, voilà, je me mettais la barre très très haut par rapport à l'écriture, par exemple, parce que il y avait des auteurs en permanence à la maison d'une qualité. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, avec Miguel Hernández, Borges, Ouais. De Unamuno, Pablo Neruda, Lorca, tout ça était là en mode. Moi, c'était mes livres de chevet, quoi. Comment t'écris après ça, quand t'es adolescent et que voilà. Et puis, avec la danse, sans doute que c'était pareil. Avec le chant, j'ai pris quelques cours de chant. J'ai un rapport toujours étrange à ma voix. Il y a des jours où je la trouve bien. Et puis après, j'écoute des enregistrements, je suis en mode, mais non, c'est pas vrai. J'ai là le taf à faire. Et avec tout, quand même, t'as été exposée, notamment avec The Voice, t'as fait justement en 2018, t'as fait un- ton premier album. Il y a eu aussi, je pense, à Catalina, Ouais. ce single qui a énormément marché, où c'est en mode dancehall, où il y a eu 45 millions de... Ouais. Mais ça ne te donne pas, à un moment donné, en train de te dire, OK, je suis validée? Mais en fait, d'être validée, maintenant, ça, c'est plus du tout d'actualité. Le seul truc maintenant, là, c'est de me dire, je vais être très honnête, hein, de retrouver une foi en ce que je fais. Là, je suis en grand questionnement par rapport à ça. Et c'est OK, hein, je suis pas dans un truc où c'est en train de me faire mal ou quoi, ou qu'est-ce. Mais je sens que j'ai encore besoin de repos, Mm. tu vois. Je suis en train de me relever justement de toute cette vie et de tout ce passé extrêmement violent et à tout déconstruire. Je suis en train de me reconstruire une vie douce dans un nid d'amour merveilleux. Voilà, j'ai quitté Paris, j'habite dans le sud au soleil avec mon chéri. Enfin, c'est trop beau, c'est trop bien. Donc voilà, et je sens que c'est pas encore l'heure pour moi de composer, de créer, ou peut-être de procréer, mais pas de créer au sens artistique. Quand je suis chez moi, je chante pas du tout. J'écoute pas de musique. Et tu danses ou pas? Pas du tout. C'est dingue. Ça veut dire que quand tu me disais que pendant 10 ans, tu n'as pas dansé, d'accord, tu n'as pas dansé en spectacle, mais est-ce que tu dansais chez... Non plus. Non. Non, 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 impossible. De temps en temps, j'essaie de me faire des sessions, mais les sensations dans le corps étaient trop douloureuses. C'était trop dur. Mais tu as donné des cours. Mais c'est pas pareil. Pour transmettre, je me régale et franchement, je suis trop une championne. Enfin, c'est dans le sens où j'arrive très bien à transmettre plein d'informations et à permettre à l'autre de se révéler. Je suis très très douée là-dedans. C'est vraiment, en plus c'est quelque chose que j'aime vraiment faire et j'adore bosser qu'avec des gens qui n'ont jamais dansé de leur vie ou qui n'ont jamais chanté de leur vie. Parce que c'est vraiment, j'ai une approche qui n'est pas du tout académique. Moi, je suis pas là pour que les gens apprennent une chorégraphie. Mais oui, toi, tu as appris aussi comme ça, donc ça me paraît logique. Oui, oui. En fait, je leur apprends tout ce que je n'arrive pas moi à faire. Tu vois, c'est-à-dire, prends le temps en fait de faire un pas après l'autre pour le sentir dans le corps. Et c'est du développement personnel aussi à côté que je fais, d'une certaine manière, un peu de coaching, quoi. Et pour la voix, c'est pareil. Je sais tout de suite en fait ce qui bloque dans le corps pour que, enfin, et qui fait qu'en sorte que du coup la voix ne s'ouvre pas. Et à l'époque, là, ça s'est éteint, mais j'avais des images de pourquoi la personne était bloquée à cet endroit-là. Ouais, Ça veut dire ouais, la source du problème, quoi. ouais.
Et du coup, j'arrivais, est-ce que je peux te toucher? Ouais, je touchais là derrière la côte et bam, la voix, elle sortait. Ou des fois, c'était là. Des fois, c'était juste un truc de posture et tout. Et donc, j'accompagnais vraiment les gens. Je pense vraiment, sur un petit laps de temps, vraiment de les accompagner, de les aider à se révéler aussi grâce au regard des autres au sein d'un groupe et à faire comprendre à tout le monde qu'on a plus ou moins tous et toutes les mêmes pudeurs. Et donner des cours, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Mais peut-être s'occuper des autres, c'est beaucoup plus facile que de s'occuper de soi. Et je m'occupe tellement de moi sur d'autres points que je suis à peine en train de retrouver une énergie vitale à peu près convenable. Parce que je suis toujours pas sortie de mon burn-out et j'ai quand même cette fibromyalgie. Donc au quotidien, c'est Et il y pas a simple. il y a des traitements, comment ça se passe alors? Il y a vite fait un traitement, des gouttes à prendre le soir qui te permettent de mieux dormir, de réguler un peu plus ton système nerveux et d'enlever les douleurs. Et donc ça fonctionne hein, quand même assez bien. J'ai vu une super acupunctrice aussi qui me garde en général 2h30, 3 heures et qui m'a donné plein de compléments alimentaires et tout. Et ça commence à fonctionner. Mais par exemple, cette nuit, j'ai fait. En fait, ça fait 20 ans que je fais des cauchemars toutes les nuits. Je pensais que c'était normal. Et en fait, c'est sans doute aussi lié à la fibromyalgie et bien évidemment aussi au passé. Et là, par exemple, cette nuit, j'ai hyper mal dormi. J'ai fait des cauchemars, mais terribles. Mais c'est OK. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il y a des jours avec, des jours sans. Et faut pas se mettre la rate au courbouillon quand c'est des jours sans. Et du coup, tu as quoi comme rapport avec ton corps quand d'abord, j'imagine qu'il doit être douloureux? Ouais, ouais, il y a des fois où là, ça va quand même un petit peu mieux depuis que je fais ces séances d'acupuncture, d'ostéo. Euh, Ce petit traitement aussi et les compléments alimentaires, ça commence à aller vachement mieux. Mais il y a eu des périodes où quand j'étais en crise, par exemple, je peux plus me lever. Je peux plus me lever, je tiens pas sur mes jambes, je tombe. Ou alors je peux plus lever les bras, je peux plus tourner la tête, je peux plus bouger mon bassin. Ça peut être très, très costaud. J'ai un amoureux qui est fantastique, qui passe, quand je suis en crise, plusieurs fois par jour à me masser, à m'aider. Les premières vraies crises, c'était avec lui l'année dernière à Paris, de me porter dans les escaliers, dans le métro. Et donc ça veut dire que c'est une maladie qui s'est révélée, en tout cas, qui s'est développée récemment? Ouais, en fait, ce sera peut-être sans doute un peu enfin, mitigé pour certains auditeurs, mais ça s'est déclaré quand j'ai fait le vaccin du Covid. Voilà, donc on en pense ce qu'on veut. Moi, je sais en tout cas ce que j'ai vécu, et ça s'est déclaré à ce moment-là, sauf que ça a été diagnostiqué là en janvier, fin janvier 2026. Donc ça fait des années que je vivais avec ça, avec des douleurs, mais en permanence, c'est comme si on me brûlait les muscles ou qu'on mettait de l'électricité en permanence dans les tendons, les articulations, tout ça. Une fatigue en plus du burn-out. Genre, j'ai passé presque 3 ans à l'IT, là, à devoir juste me lever pour faire mes concerts et trouver la force quand même. Mais ouais, c'était hyper douloureux, très très douloureux. Et aujourd'hui, voilà, maintenant que j'ai un rythme qui est beaucoup plus calme, les compléments alimentaires, le traitement, l'amour, plein Ça, de c'est le belles meilleur choses. médicament. C'est le meilleur médicament, mais j'ai commencé aussi une thérapie exceptionnelle qui m'a sauvé la vie. IPE, bon, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une thérapie en gros sur la mémoire cellulaire. Donc en fait, ma thérapeute, que j'adore, est en train de dépolluer mes cellules en fonction de certaines périodes de life. Déprogrammé, quoi. Ouais, et complètement. On s'est aperçu de choses incroyables. Franchement, une séance avec elle, c'est 15 ans de thérapie chez un psy. J'adore les psys, j'y vais depuis que je suis toute petite et tout. Et c'est très complémentaire. Et il y a des choses avec cette thérapie-là, qu'on peut soigner que seulement avec ça et pas forcément avec de la psychanalyse ou quoi. Et c'est elle qui a commencé à me détecter la fibro. Et voilà, et je suis allée voir là, une rhumato. Elle m'a confirmé tout ça. Mais vraiment, cette femme, Pascale Bernard, elle m'a vraiment aidée à me relever petit à petit de tout ce passé, de toute cette violence, et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un rapport à mon corps où, genre là, j'ai pris des kilos. Moi, je n'arrivais pas à grossir. J'ai pris quelques kilos, j'ai pris 8 kilos. Et ben, j'ai un petit ventre, je m'assois sur voilà. Je vais pas dire le mot parce que je ne suis pas encore là, mais mais j'accepte ça et je me dis: «Mais en fait, c'est trop cool, voilà, j'ai de la cellulite et tout», et je me dis: «Voilà, j'ai 34 balais, mais je kiffe mon corps». Si voilà, juste là, quand je sens que j'ai pris un peu de poids, donc là, j'essaie de faire un petit peu attention pour la première fois de ma life, parce que je sens que juste pour marcher, pour respirer, pour chanter, je suis quand même beaucoup moins à l'aise.
Mais je fais pas un régime pour être plus belle ou plus mince, machin. Non, c'est parce que juste je sens quand même la différence. Et voilà, et je lui mets de la crème et je chéris mon corps et même mon visage, mes cheveux. Ouais, non, je commence à rentrer dans une belle phase et à comprendre aussi comment il fonctionne. C'est-à-dire que même avec le traitement, que je suis dans un endroit où je me sens pas bien, que ce soit dans le travail ou quoi, au caisse, mon corps commence à se tendre. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, là, il faut pas que je reste là. Je suis pas bien. Allez, taillot. Et que ce soit dans des projets, dans des amitiés, dans des situations familiales, tout ça, en mode là, en fait, c'est pas OK. Et j'apprends ce que cette maladie m'apprend, c'est à me faire passer en priorité Bien sûr. et à poser des limites. Mm. C'est encore une notion pour moi, rien que poser des limites, c'est quelque chose qui est une conception encore qui est assez floue, donc que je commence à embrasser quand même pas mal. Enfin, ça dépend en fait sur quel plan, quoi. Mais Ah, mais on peut pas arriver à tout d'un seul coup, ouais, hein. ouais. C'est petit à petit, comme tu le dis si bien à tes élèves, Oui, c'est ça, hein. ouais. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, j'avance quand même à grands pas, mais juste, je me rends pas forcément tout le temps Mm. compte. Et c'est très, c'est OK aussi. Enfin voilà, je prends le temps en fait aussi d'être dans une phase là, par exemple, de pas avoir foi en ce que je fais, en ce que je pourrais créer ou écrire. Enfin voilà, je sors quand même de 1 mois du rond-point. Justement, comment est-ce Ouais. que, du coup, la question que je me pose, c'est très clairement quelque chose d'autobiographique, tu le dis. Pourquoi avoir fait donc, du coup, à ce moment-là, ce spectacle? J'imagine qu'il y avait une raison. C'est pas anodin ce que tu fais, tu te mets vraiment à nu. Tu Mmh. expliques donc surtout les violences que tu as subies Mmh. et que ta mère aussi a subies et d'où tu viens. Mmh. Tu chantes, tu danses là, tu danses quoi. Mmh. Et pas qu'un peu. Et si j'ai cru comprendre, il me semble qu'il y a pas mal de choses qui sont aussi des danses improvisées. Il y a pas mal Mmh. d'improvisation. Donc pourquoi est-ce que cette nécessité-là à ce moment-là? Mmh. En fait, j'ai écrit ce spectacle dans mon burn-out. Je savais pas encore que j'avais la fibro, donc ça, je te parle de ça il y a 2 ans, peut-être. J'ai écrit ce spectacle, en fait, 3 semaines avant de le jouer, alors que ça faisait genre 6 à 8 mois que je savais que j'avais cette date-là. C'est-à-dire que j'étais clouée au lit, je pouvais rien faire. 3 semaines avant, je me dis putain, c'est dans 3 semaines, devant 500 personnes. Je dis, bon, au pire, tu te vautres devant 500 personnes, c'est pas grave, mais bon, il faut se bouger. Et je commençais à rentrer dans une période où j'avais énormément de travail. Et en fait, j'ai écrit ce spectacle pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais envie de faire du théâtre. J'étais là en mode, mais personne ne sait que je veux faire du théâtre, j'ai aucun contact là-dedans. Donc, il faut que j'écrive ma pièce, il faut que j'écrive mon spectacle. Bon, ok. Ensuite, ben, je rêve de danser quand même depuis toujours sur scène, quoi. Donc, je vais danser dans ce spectacle. Même si je suis incapable de danser dans une salle de danse ou chez moi, ben, je vais danser sur scène. D'où l'improvisation. On a essayé d'écrire des trucs et tout, impossible. Ça veut dire que tu ne peux danser pour le moment que sur scène. Oui, parce que là, je suis devant le fait accompli, quoi. Ouais. Et du coup, je suis obligée de croire en ce que je fais. Et en fait, le metteur en scène, dans les moments de répétition, il filmait les passages de danse. Et je regardais, je fais, mais en fait, je sais danser. Et pas qu'un peu. Mais ouais. Et il me dit, c'est exactement ça. Il me fait, mais tu rigoles ou quoi? Il me dit, mais c'est monstrueux ce que tu fais. Je dis, ah, mais ouais, c'est cool en fait, c'est cool. Ok, bon, mais petit à petit, je reprenais un peu confiance. Là, pour le rond-point, pour 104 et tout. Et ça y est, je commence à conscientiser le fait que, en fait, oui, je sais danser. C'est pas pour rien que j'enseigne. Et qu'en plus, quand je transmets les choses, enfin, j'ai un regard quand même qui est assez pointu. Et voilà. Et pour en revenir à ta question, j'ai aussi écrit ce spectacle-là dans un moment où personne ne m'entendait, personne ne m'écoutait dans le noyau familial, sur mes souffrances, sur mes limites. Je disais, ah ouais, vous voulez pas m'écouter? Ben, le monde entier va m'écouter. Il n'y a pas de problème. Donc l'idée, c'était de parler de toutes ces choses-là pour comprendre qu'en fait, c'est quelque chose de systémique. Donc au début, parce qu'on a écrit des milliers de versions de ce spectacle, au début, c'était très avec ce besoin de me raconter aux gens, en mode, voilà, j'ai pris ça dans la gueule, en fait, et j'ai besoin que ces douleurs-là soient reconnues. Donc il y avait la version enfant, première version, puis il y a eu la version adolescente, où là, je donnais tous les détails en étant très crue et très rentre-dedans, et parce qu'il fallait que je passe par là, et que truc et que machin. Donc les gens, ils sortaient un peu, ils étaient un peu comme ça, en mode, au Ah, donc revoir. ça veut dire que ça, c'est sorti? Ou... Ouais. Ah ouais, Ouais. d'accord. Donc les gens, ils étaient un peu, ok, bon ben, bon courage, hein. Ouais. En mode, ouais. Ouais, Je genre en comprends. mode, je compatis à Ouais. fond, bon courage pour la suite, quoi. Je dis, ok, bon courage, ça va, je vais bien et tout. Bah ouais, tu parles.
Et puis, En fait, c'est la rage. C'est comme la rage que tu avais dite. Enfin, ça me rappelle ça, la rabia ouais, de ton single, oui, de ton album qui était là, quoi, déjà. ouais, bah oui, complètement. Ouais, j'écrivais pendant des années, hein, tous les textes de chansons que j'écrivais, c'était enfin, sur les violences faites aux femmes. Euh, C'était que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et du coup, maintenant que j'ai écrit ce spectacle, donc il y a eu la version femme, entre guillemets, au rond-point. Donc, on peut voir, enfin, tu es passée par différentes phases où quand tu dis que tu étais petite, c'est-à-dire que tu racontais, toi, en tant que petite. Non, c'était que je parlais beaucoup de ma mère, et puis moi j'avais glissé un élément sur moi, Ah tu oui, vois. ouais. Enfin, je racontais un peu ma scolarité, tout ça, mais je racontais pas les choses vraies que j'avais vécues, mes violences à moi. Je parlais de celles de ma mère et de potentiellement de certaines choses que j'avais vécues, mais enfin que j'avais vues, pardon, et pas de ce que moi j'avais pu éventuellement subir. Et après on a refait parce qu'à chaque fois que je jouais ce spectacle, on le réécrivait 3 jours avant, quoi. Heureusement que je l'ai pas joué énormément de fois. Bon, voilà, il y a eu donc la Non, mais version c'était tout un ado. processus. Ouais, C'est normal. Il faut qu'ils grandissent. Et quand tu dis on, donc tu parles du metteur en scène? ouais, Ouais. ouais, Florent Matteo, Ouais. qui a... Ça a été une aventure douloureuse hein, pendant 2 ans. Parce que vu que moi, j'étais doublement malade entre le burn-out, la fibro, plus en train de me faire justice à l'intérieur, à tous les gens autour de moi, à redéfinir mes limites, mon cadre et tout. Ça n'a pas été simple pour lui et moi, mais on s'aime beaucoup. Et on a fait le 104 en février. Je suis ressortie du 104. Pour la première fois de ma vie, j'étais en état de choc après la scène. Tellement c'était intense. Je mais il faut être complètement barré pour faire une chose pareille, quoi. Si là, je raconte ma life à des gens que je connais pas, des gens, je fais pas semblant en plus sur ce que je raconte. Je suis ressortie, j'étais là en mode, mais c'est pas possible, je ne veux plus jamais rejouer ce spectacle après le rond-point, c'est fini. Je rentre chez moi, je passe 2 semaines alité, dépression totale, en mode c'était beaucoup trop intense, quoi. Et là, je dis au metteur en scène, on s'appelle quelques jours avant le rond-point. Il me tire les verres du nez au bout de 2 heures et demie de conversation et il me dit mais est-ce que tu es heureuse quand tu joues ce spectacle? Je dis ben, franchement, pas du tout. Si en fait, c'est hyper douloureux, il n'y a pas une scène qui n'est pas douloureuse, je prends aucun plaisir à faire ce spectacle. Tu ne le prends pas personnellement, ça n'a rien à voir avec ton travail. C'est juste que, en fait, c'est beaucoup trop difficile pour moi. Et je pensais être beaucoup plus coriace, mais en fait, non, ça m'affecte quand même beaucoup. Et bien entendu, je ne veux surtout pas réécrire le spectacle avant le rond-point. J'ai pas la force, en fait. Il me dit, mais pour que tu sois bien dedans, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je dis, bah, tu vois, à la fin, il faudrait la mettre au début. Et puis sur le passage, le tableau où je parle vraiment de choses que j'ai vécues, ben là, il faudrait que je le fasse en dansant et que truc et machin. Il me dit, ok, très bien. Premier jour de répétition au rond-point, on avait 5 jours de répète. On apporte une nouvelle conduite. Et voilà, c'est le nouveau spectacle. Je dis, pardon. Et là, en fait, je vois le truc. Et je vois que tout avait changé. J'étais en mode, mais je vais jamais y arriver. J'ai pas la place mentalement pour réapprendre un texte, etc., etc. Et en fait, en 3 jours, c'était plié. Donc après, on a eu 2 jours de filage. Et c'est là, putain, ça y est, c'est la première fois que je me sens bien dans ce spectacle. Parce que j'ai plus besoin de me raconter, parce que j'ai réglé mes trucs. Maintenant, on en fait de l'art, on met de la lumière sur tout ça. Et j'ai commencé à me sentir femme à ce moment-là. Et chaque soir, ça s'est confirmé. La danse s'ouvrait un petit peu plus. Et j'ai pris énormément de plaisir à jouer ce spectacle pendant 10 soirs au théâtre du Rond-Point. Ah, mais moi, je t'ai vu danser, mais c'était merveilleux. Et Mmh. c'est d'autant plus touchant ce que tu racontes, parce que, waouh, quelle, enfin, j'en suis émue, quoi. Franchement, Ouais, c'est... merci. Ouais. Merci. Ouais. Bah, la journée, j'étais alitée. Ouais. Tu vois, j'avais calé plein de sessions de travail parce que j'étais là, moi, ça fait 3 semaines que je suis. Enfin, pendant 3 semaines, je vais être à Paris. Donc, vas-y, je cale des répètes, des trucs, des machins. Au bout de 2 jours, je suis en fait, les gars, je peux pas. Ouais. Je dois me focus sur ça. Ouais. Et c'était très difficile de trouver l'énergie chaque soir pour aller jouer. Et une fois que j'étais sur scène, mais tu pleures. Mais oui, je Mais, pleure. Mais je oh, pleure d'émotion, mais parce que je trouve ça tu vas super me faire beau. pleurer. J'essaie depuis tout à l'heure, tu sais, de me retenir. Parce que j'ai les larmes, elles sont là, tu sais. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est ok de Ouais, pleurer. ah, mais tu vois, complètement, j'adore. c'est tout à fait Je suis une ok. pleureuse. Moi aussi, je suis une grande pleureuse. Et voilà, non, mais parce que je me repasse en fait le spectacle et je me dis, tu vois, et je me dis, waouh, par quoi est-ce que t'es passé, quoi? Waouh, c'est très beau. Merci. Ouais, c'est très beau. Merci. Oui, tu as pris de plus en plus de place et vraiment, oui, la danse, c'est pour ça que je me disais, ah, ce serait bien qu'il y en ait un peu plus. Mais je comprends Bah aussi, oui. tu vois, parce qu'on a envie d'en voir plus aussi. Mais oui, mais moi Mm. aussi, en fait, moi, je rêve de faire un spectacle que de danse, Mm. tu vois.
Mais c'est pas encore le moment. Là, je suis en train de me dire, bon, mais la journée, tu as une grande maison, tu as la chance d'habiter dans une grande maison, fais de la place, mets la musique à fond. Mm. Et danse pour toi, sans te filmer, sans rien. Mais je suis tout de suite dans un truc en mode, il faut que ce soit bien pour que je puisse le montrer. Alors qu'en fait, pas du tout, j'ai une rééducation à faire. Mais tu arrives à nouveau, en tout cas, à danser? Non, 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 pas du tout. Pas encore. Non, non, pas du tout, parce que depuis peut-être une semaine, je commence à retrouver un petit peu d'énergie seulement. Après 3 ans où j'en ai pas eu du tout, quoi, donc c'est quand même pas rien. Bah, je fais autre chose là quand je suis chez moi parce que bah, il y a une vie de famille, tout ça. Quand tu faisais le spectacle, pendant ces 10 soirs, quand tu danses, qu'est-ce que tu as ressenti? Au début, j'avais très très peur. Ouais. Parce qu'en plus, il y avait mon père qui était dans la salle à la première. Mon père qui est un grand metteur en scène, grand guitariste, chanteur, compositeur, interprète. Enfin voilà, c'est un grand monsieur dans le milieu, du flamenco de l'Espagne et tout ça. Et donc dire toutes ces choses devant lui, danser devant lui. J'avais plein d'amis musiciens, tout ça, et le flamenco, c'est quand même très rythmique aussi. Sauf que des fois, j'ai les pieds qui ne suivent pas. Et vu que j'ai très mal aux jambes très vite, je peux pas danser trop. Je danse 1 minute, je suis rétamée, quoi. J'avais pas du tout confiance au début. C'était vraiment en mode, comment on va me percevoir? Est-ce qu'on va voir vraiment que je suis danseuse ou est-ce que ce que je vais donner, ça va être tellement peu sûr, tellement que du coup, ça ne deviendra pas agréable à regarder. Moi, je me prenais la tête, quoi. Puis assez vite, quand même, j'ai lâché. J'étais là en mode, en fait, tu le dis, pourquoi tu peux pas danser? Tu dis que tu es malade. Tu dis que voilà, donc à un moment donné, si tu le dis, c'est pour t'ouvrir la porte de danser comme tu es, tel que tu es. Donc vas-y. Et petit à petit, voilà, j'arrivais à trouver de l'aisance et tout. Et puis à la fin, j'étais bien, quoi. J'étais bien, sauf à la dernière où j'étais quand même très, 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 très fatiguée. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit ton père? Mon père m'a dit 2 choses principalement. Le premier, il m'a fait un retour qui était très juste sur le tout début du spectacle, que j'ai mis en application tout de suite, dès le lendemain. Et il avait raison. Sinon, il m'a dit, Paloma, c'est brillant. Pardon. Il faut savoir un truc, je l'aime très fort, hein, mais souvent quand j'entreprends des choses, d'abord c'est non. Genre, ah, j'aime pas comment t'écris. Ah ouais, mais c'est pas grave. Et etc., etc. Et là, il était sur le cul, je crois qu'il a été quand même il était très fier. Il était très fier, il me dit tout était beau, la mise en scène était parfaite, les lumières parfaites, tout est très bien amené, c'est nuancé, c'est drôle, c'est tragique en même temps, c'est très bien écrit et tout. Je t'avais voilà, tu viens me faire un câlin, allez. Donc ouais, non, franchement, il était vachement fier. Il était très fier. Après, moi, ça faisait des mois que je lui disais, papa, tu sais, tu vas apprendre des trucs et tout, ce serait bien peut-être qu'on se parle avant, que je te raconte quand même certaines choses, parce qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas, quoi. Il faisait trop le fier en mode, ouais, non, mais c'est bon et tout. Et en fait, il a tenu bon, ça a été le premier à se lever à la première. Et quand je l'ai vu debout, je me suis dit, ok, c'est bon, il n'a pas fait un arrêt cardiaque, il est encore là. Tout va bien. Et voilà. Et puis après, il me dit, bon, tu sais, tu m'as rien appris et tout. Je suis, ouais, ben là, c'est de ma bouche, en tout cas, que tu as entendu les choses, quoi, pour la première fois. Donc, ça m'étonnerait que tu n'aies pas rien appris, quoi. Voilà, il me dit, voilà, moi, si j'avais été à ta place, j'aurais pas parlé de ça et de ça. Je dis, ouais, mais t'es pas à ma place. Mais il a totalement respecté chaque parti pris du spectacle et il m'a dit, hein, c'est ta vie. Parce que on m'a proposé de jouer le spectacle à Toulouse. Enfin, il y avait une option, quoi. Et là, j'appelle mon père parce qu'on est une famille à Toulouse très réputée, entre guillemets. Et puis t'es née là-bas? Ouais, je suis née là-bas. Sauf qu'à un moment donné, je vais apporter une vérité que personne ne connaît. Et donc, j'appelle mon père, je dis, papa, il se passe ça et tout. On me dit, Paloma, écoute, c'est ta vie, en fait. Tu fais ce que tu veux, tant que ce que tu racontes est juste et vrai. Dis-moi, j'assumerai tout, quoi. Waouh, Ouais, c'est beau, hein? ouais, ouais. Je dis, ok, c'est cool. Ouais. Mon frère n'a pas vu le spectacle. D'accord. Et ma mère n'est pas au courant que j'ai fait ce spectacle. Et très, très brièvement. D'accord. Ouais. Je lui ai pas dit de quoi ça parlait, quoi. Je lui ai juste dit, ouais, tu sais, je fais un spectacle et tout. À un moment donné, juste, je dis, Tibekatoa et Alawela, par exemple, on vous a jamais demandé ce que vous aviez envie de faire. Je dis, ah oui, ça c'est vrai, ma fille. Ça c'est vrai. Et voilà, c'est tout. Et ça, c'est important, si tu veux bien qu'on aborde, parce qu'une des choses aussi que tu dénonces aussi, c'est la place des femmes dans le flamenco. Oui, plus ou moins. En fait, c'est pas moi qui le fais, c'est elle. C'est elle parce que je l'ai enregistré avec mon iPhone et que j'ai mis ce passage-là. Enfin, il y avait une demi-heure de conversation, j'ai mis 3 minutes, 2 minutes.
que j'ai mis dans le spectacle. Où en fait, elle parle de la condition des femmes dans la culture gitane. Moi, je me serais pas permis de le faire parce que j'ai pas vraiment grandi dans la culture pure et dure. J'ai été élevée du côté de mon père par ma grand-mère. Et c'est ta Et c'est maman. ma mère qui est gitane. D'accord. Donc moi, comme je dis, j'ai pris le bon côté des deux. Le reste, je leur laisse. Donc je me serais pas permis de dire certaines choses, quoi. Mais elle en parle. Oui, oui, elle dit combien la parole de la femme, l'existence de la femme, du moins pour sa génération, c'est quelque chose qui est, ouais, qu'elle remet en cause, en question grave, quoi. Et elle a bien raison. Moi, je veux pas trop me prononcer là-dessus parce que j'essaie de mettre de la lumière. Je sais aujourd'hui que ce sont les femmes qui décident à la maison, c'est elles qui dirigent le portefeuille, qu'elles peuvent attendre leur mari à coups de balai s'il y a besoin. Voilà, donc elles ne sont pas non plus sans défense. Mais il y a des familles qui sont très, très archaïques et où la place de la femme, elle est très compliquée. Où ils font des choses inacceptables pour bien lui rappeler son rang de femme. Et moi, ça me révolte. Hein. Ça me révolte. Ouais. Du coup, je reste dans ma petite maison à la campagne, moi. Voilà. Et pourquoi est-ce que ta maman est pas venue le voir? Parce qu'elle est malade du cœur et que j'ai jamais eu de discussion avec elle sur tout ce qui s'est passé. J'en ai jamais parlé avec elle. Elle, pour elle, elle nous a très bien élevés. Et franchement, vu l'âge qu'elle a, si ça lui va de le penser comme ça, mais vieillis tranquillement et meurs tranquillement, au vu de tout ce que tu as pris dans la vie. Si au moins tu peux avoir ce faux calme intérieur par rapport à ça, je te le laisse. J'ai essayé une fois un peu de gratter un peu. De temps en temps, je lui dis, tu sais, je sais ce qui t'est arrivé quand tu étais jeune. Ah bon, mais c'est pas moi qui te l'ai dit. Tiens, non, mais je le sais. Je peux pas t'expliquer comment je le sais, mais je le sais. Ah bon, ok. C'est bon, et sinon, tu remanges quoi? Et puis voilà. C'est au détour d'une Ouais. conversation. Ouais, mais de temps en temps, je lui glisse un truc pour qu'aujourd'hui, elle boit plus, pour qu'elle comprenne en fait que j'ai pas oublié déjà trop ce qui s'est passé, et lui dire que je suis avec elle et que je comprends en fait. Je ne peux que comprendre. Et j'aurais peur en fait que si elle voit ce spectacle, qu'elle comprenne pas que c'est un hommage que je lui rends. J'aurais trop peur qu'elle me fasse un arrêt après, un arrêt cardiaque, et qu'elle comprenne pas le message du fond que c'est voilà, pour lui redonner en fait de la lumière et lui donner une médaille pour elle et pour toutes ces femmes et pour la lignée, quoi, pour soigner, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais pour renourrir la lignée avec des choses, avec une parole libérée, quoi. Voilà, je voudrais pas qu'après le spectacle, elle sache plus où se mettre et qu'elle ait honte d'elle. Ouais, je comprends. Ouais. Parce que vu qu'on n'a pas forcément les mêmes... Des fois, elle me regarde, elle me dit, mais je te reconnais pas, toi. Je dis, mais t'es ma fille? Je dis, oui, oh Marie. Parce que je suis tatouée de partout. À l'époque, elle m'avait sorti ça, j'avais 30 ans, j'étais blonde platine. Et j'arrive avec le piercing au septum, tous les tatouages et tout. Elle me dit, mais c'est toi, ça, ma fille. Alors, du coup, pour la petite anecdote, tu te rappelles de l'émission Samantha? Voilà, elle m'appelait Samantha. Non, ça, c'est la petite sorcière, ça. Ah, c'est la petite sorcière. C'est quoi la Samantha? Samantha, c'est un mec avec une perruque dégueulasse. Oui. Non, mais c'est débile. Hein. Et elle m'appelait comme ça, mais elle est trop drôle. Elle a un humour. C'est la personne qui me fait le plus rire sur Terre. Bon, bref, voilà. Donc on est quand même très différentes sur beaucoup de choses et en même temps, je suis pas sa fille pour rien. Hein. Donc voilà, donc je voudrais pas qu'elle comprenne mal ce spectacle. Ouais, je comprends. Voilà, en plus elle est gitane et tout, donc ça peut être triple mauvaise couverture, quoi. Du coup, tu vas le faire à Toulouse, ce spectacle? Non, mais en fait, je pense que je vais pas le rejouer. Parce que maintenant, je suis complètement dans autre chose. Je viens de monter un nouveau duo trop bien, où on est 2 guitares et 2 voix, chacun. Et c'est trop bien. Donc, je sais pas, je verrai. Je bosse avec une boîte de production. S'ils trouvent des dates, je ferai le spectacle. S'ils en trouvent pas, moi, j'irai pas en chercher. Voilà. Mais on verra. On verra. Je suis pas à l'abri de le rejouer quand même parce que... je l'ai joué à côté de Toulouse. Je l'ai joué à Tournefeuille. J'avais des profs du collège qui étaient là. Il y a plein de potes de mes parents, de mon père qui sont venus et tout. Et là, c'était une très, très grande salle de 400-500 personnes. C'était quasi complet. Donc, ça change du rond-point dans la salle Topor où tu as 90 places. J'étais en mode, waouh, là, j'étais impressionnée. Et ça s'est super bien passé.
ça a été bien reçu. Est-ce que ça t'a permis un peu de te réparer ou pas du tout? Mais j'étais déjà réparée avant, en fait, parce que j'aurais pas pu le défendre comme ça, sinon ce spectacle. Après, je me demande jusqu'à quel point on peut être réparé dans la vie. En tout cas, il y a des cicatrices qui restent, c'est sûr, mais je sais que là, aujourd'hui, même si depuis tout à l'heure, on parle de choses quand même qui sont quand même assez difficiles, tout ça, j'estime quand même aller très bien aujourd'hui dans ma vie, même si j'ai ces problèmes de santé. Voilà, et donc non, aujourd'hui, je me sens franchement beaucoup mieux. J'ai la sensation vraiment d'être beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. Je suis en train de me construire une vie aussi qui est beaucoup plus apaisée, qui est beaucoup plus simple. Et voilà, donc au début, peut-être que ça m'a aidé un petit peu à me traverser, à comprendre des choses, tout ça. Mais quand je suis arrivée au rond-point, j'avais déjà dépassé tous les stades de guérison avec ce spectacle. Et finalement, ça m'a quand même confirmé des endroits, en fait, de lecture et de sensations dans le corps. Comme je t'ai dit, voilà, chaque soir, je me sentais de plus en plus femme. Et C'est un merveilleux cadeau, ça. ouais, carrément. Et de trouver du calme aussi dans la danse. Voilà, ça a été mes 2 cadeaux du rond-point qui sont pas les moindres. Donc Tu penses que tu vas redanser, hein? Tu sais pas, en ah fait. ouais, si, c'est sûr. C'est sûr parce que là, je sens que c'est en train depuis 2-3 semaines, là, c'est en train de m'appeler très fort. Ah. Enfin, très fort. Je sens que ça commence à frémir, là, comme il faut. Donc, mais en plus, je dis ça, mais là, je pars en tournée avec un artiste de pop et je vais danser. Donc, je suis débile. Tu sais, Mais en moi, fait, je suis à l'ouest. en fait, peut-être que t'as pas envie de le voir, en fait. Peut-être encore, tu vois? De revoir quoi? De voir le fait que tu vas redanser, non? Mais je flippe. Mais c'est ça, c'est pour Mais ça que je te dis j'ai ça. l'impression d'être une impostrice. Oui, bah non, ça va Mais super bien pas se du tout. passer. Mais oui, mais gars, on commence les répétitions la semaine prochaine. J'adore. Il me dit, mais tu veux pas danser et tout? Et moi, je dis, mais oui, oui, bien sûr. Après, je dis, mais pourquoi t'as dit oui? Parce C'est que pour me bouger, en fait, mais oui. tu vois. Ouais. Mais ouais, là, je vais danser tous les soirs devant 5 à 10 000 personnes. Juste rien que ça. Ce sera pas longtemps, tu vois, mais bon, quand même. Ben oui, Oh là là, mon Dieu. Mais j'ai hâte en même temps, ça va être cool. Ça ben va être oui. une belle aventure. Et ça va être ma dernière question. Pendant ce spectacle, tu l'as ressenti, le duende? Oui, oui, oui. En fait, ça peut paraître toujours présomptueux d'en parler comme ça, mais j'essaie de faire en sorte d'être connectée à ce que je fais tout le temps quand je fais quelque chose. Parce que sinon, pour moi, c'est vide de sens et je passe pas un bon moment, je m'ennuie et j'ai pas envie d'être là. Donc l'idée, c'est d'être connecté à ce qu'on fait. Tu vois, on pratique un métier qui permet ça. Je suis pas banquière, je suis pas pharmacienne, quoi. Quand bien même, là, il y aurait du social à faire et ce serait quand même toujours beau d'être connecté à l'autre, tout ça. Mais ouais, j'ai la sensation de transcender tout le temps, soit mes chants, soit mes textes. Enfin, je suis là pour ça, quoi. Et en fait, je vais toujours chercher plus loin. C'est-à-dire, je me laisse quand même une grosse marge d'improvisation. Là, c'était particulier de redire le même texte à chaque fois, tout ça. J'y ai pris quand même beaucoup de plaisir, mais tous les soirs, je testais à des endroits complètement différents des nouvelles choses pour me surprendre, savoir jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux aller puiser, jusqu'où je peux aller chercher des limites pour cet instant-là, tout ça. Donc, je suis en permanence en train de me dépasser. Et pour pouvoir se dépasser en permanence, moi, je pratique pas du tout à la maison, quoi. Tu vois, je fais pas mes gammes à la maison, ni rien. Non, moi, c'est sur scène, quoi. Parce que là, il y a un enjeu. Et du coup, tu dois être juste. Obligatoirement, tu peux pas te En viander, fait, tu quoi. te convoques, quoi, tout le temps. Ouais, j'adore faire ça. Je me régale. Et sinon, c'est d'un ennui terrible. C'est pour faire 40 fois la même chose. Et Ouais, mais le duende, quand tu me racontes ça, c'est quand même quelque chose de très fort. C'est pas quelque chose d'anodin, quoi. ouais, mais je suis Ouais. habituée à le faire. Ouais, Donc, ouais. ça me fatigue pas. Ouais. Tu vois? Ah bah ça, j'imagine que ça fatigue pas. C'est plutôt le fait de pouvoir y accéder. Ouais. Ben, pour moi, c'est vraiment genre, c'est même pas que je l'appelle, c'est genre, j'ouvre la porte et c'est là, quoi. Ouais. Et certains diront que ce que je viens de dire, c'est très présomptueux de dire, ouais, moi j'ai le duende en moi, quoi. Mais tu vois, il y a des artistes, alors attention, je suis pas en train de me comparer à ces artistes-là, mais je parle de cette essence-là qui nous anime. Tu prends Billie Holiday, elle a une duende, dès qu'elle ouvre la... Mais rien que quand elle, de sa présence, le regard et tout, t'es là, ok, en fait, là, il y a quelque chose qui nous dépasse à tous, là. Donc moi, j'en suis pas du tout à ce stade-là, mais parce que je veux faire aussi que dans mon quotidien, ce soit très peace. Bah ouais, on pratique un art, c'est pour se mettre dans cet état-là tout de suite. Et j'ai eu la chance de pouvoir, de par ce que j'ai vécu aussi, peut-être de savoir où aller chercher tout de suite. Pour chanter sur scène, pour être interprète, je pense qu'il faut être habité et ne pas avoir peur de se laisser
transcendé par certaines choses et c'est ce qui fait que tu as du duende ou pas. Jacques Brel, interprète incroyable. Mais on est d'accord que le duende, tu peux aussi l'avoir en dansant. Ah mais complètement. On est d'accord. Mais oui. Ah mais complètement. Un peintre, un Bien sûr. photographe, Oui, c'est ça. un À écrivain. partir du moment où il y a de l'art, Ouais. c'est là. Oui, j'ai la sensation, c'est que pour moi, le duende, c'est aussi, t'es dépassé par ce que tu as envie de dire. T'es pas juste un interprète, tu vois. C'est-à-dire qu'on va voir une danse ou une chorégraphie de toi ou une peinture, on va savoir tout de suite que c'est toi, parce que d'un coup, ça vibre comme ça n'a jamais vibré ailleurs. Tu as ton identité propre et voilà. Et bien sûr que, mais même dans un plat, hein, Bien sûr. Bah, tu ça, vois, c'est de l'art. mais c'est Attends, de l'art. évidemment. Tu vois, bon, Évidemment. après, c'est censé être quelque chose de, voilà, Mais oui, cette connexion à l'art, on l'a dans tout, tu vois. Un bon couturier aussi, ou... Bien sûr. Ouais. Et pour toi, qu'est-ce qui ferait alors la particularité de la danse et l'essence de la danse pour toi? La capacité à oser. Tu vois, il y a plein de gens que j'adore regarder les gens danser. Bon, je suis très moqueuse aussi, hein, mais c'est toujours gracieux, c'est jamais méchant. Mais j'adore m'asseoir et regarder les gens danser. Et là où je prends le plus de plaisir, c'est de regarder quelqu'un qui ne sait pas danser, mais il est en train de s'éclater, que d'un coup, ça devient magnifique à regarder. Donc la foi, quand tu t'autorises à ressentir et à t'en foutre de ce qui se passe, genre juste d'être connecté à toi. D'un coup, le mouvement que si toi tu le penses comme ça, mais que lui il va te le faire à l'envers ou quoi, ou qu'est-ce, mais qu'il est habité, c'est juste. Et d'un coup, ça devient magnifique. Là, j'ai donné un stage de danse à Welcome Indigani là, il y a le week-end dernier. Un gros C'est un festival. festival Tsigane. Ouais. Je suis la marraine pour la 3e année de ce festival. Et à un moment donné, j'ai une élève qui a fait un AVC. Elle a un problème avec le côté droit. Donc je la prends, je l'amène au milieu enfin dans le centre du cercle. Je dis, bon, mais tu fais pareil que moi, ok, voilà, pour gérer un peu l'équilibre et tout. Et puis d'un coup, hop là, elle s'est envolée. Elle m'a oubliée. Et elle était incarnée en me disant, c'est la première fois de ma vie que je danse. Et je dis, voilà, elle s'est présentée en disant, je viens prendre ce cours de danse pour savoir si je dois en prendre d'autres. J'ai jamais dansé de ma vie et tout. Et puis d'un coup, bam, je lui ai juste dit, imagine, tu as juste une lumière dorée qui vient sur toi là. Oh, ça nous a respiré quelque chose et à danser. On était toutes là. Et pourtant, académiquement parlant, il n'y a rien qui va. Tu vois? Ouais, je vois très bien. Si tu es un prof de danse classique, tu dis non, c'est pas possible. Mais là, elle était habitée par un truc. On est toutes restées comme ça et on l'a laissée toute seule sur toute la musique. Et elle nous a laissé bouche bée. Elle a eu le duende. Mais laisse tomber. Parce qu'elle s'est autorisée, en fait, à ressentir le truc et tout. Et elle a envahi un truc de fou, quoi. Mais merci. Parce que tu es en train de nous montrer à toutes qu'en fait, c'est possible. Et que même moi, qui suis danseuse, entre guillemets, il y a des moments où j'arrive pas à ce stade-là, d'osmose avec soi, d'extase, et de s'autoriser à faire, à être, en fait. Et après, que le mouvement soit parfait ou pas, on s'en fout, quoi. C'est pas ça qui compte, je pense. En tout cas, pas quand tu es dans un ballet, quoi. Oui, tout à fait. Je vais juste te demander, ça sera la dernière chose, Ouais. est-ce que tu veux bien, je suis désolée, je vais te demander de te Ouais. lever. Tu vois, il y a un dé. Oui. J'aimerais que tu viens là et que tu le tires. On va voir ce qui. Qu'est-ce Est-ce qu'il que me tu dit? crois, est-ce que tu crois au hasard un peu ou pas? Tu crois Moi, je pense que coïncidence? tout est écrit. Ok. Alors écoute, on va voir. C'est 6 questions. Ok. C'est des questions. On va voir ce qui sort. Qui sort. Allez. Allez. Une peur que la danse n'a pas encore apaisée. C'est compliqué. Une peur que la danse n'a pas encore apaisée. Une peur que la danse n'a pas encore apaisée. Tu penses qu'elle n'a rien apaisé pour l'instant? Non, je pratique pas assez pour ça. Et justement, peut-être l'attente. L'attente de donner un résultat parfait, quoi, et du coup de s'interdire de le vivre. Je sais pas si c'est vraiment une réponse exacte, mais c'est ce qui me vient, quoi. Bah, si c'est la tienne, c'est parfait. Ouais. Par contre, quand je donne des cours de danse, on danse toutes ensemble. Et là, ça rappelle qu'en fait, on a vraiment quelque chose en commun, toutes et tous, qu'on est liés par des choses qu'on oublie et que la danse permet de convoquer, en fait. Merci. Ouais, c'est oser, quoi. Ouais. Oser. Merci beaucoup, Paloma. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cette conversation. Si cet épisode vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. C'est ce qui permet à ces voix de continuer à être entendues.
Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Essence de la danse.